le jury ici présent, après avoir examiné votre document, vous déclare digne d'avoir la thèse de doctorat avec la mention très honorable. Les autorités de l'université Joseph Kizerbo ont bien voulu autoriser la soutenance de thèse de doctorat unique en sol, eau et environnement de Adama Ilboudo, ici présent. Le jury composé comme suit: rapporteur, professeur Hassan Bismarck Nakro, qui va intervenir en visio. Il est professeur titulaire, il est à l'université de Niamey. Deuxième rapporteur, docteur Laurent Cornac, c'est un directeur de recherche IRD en France. Troisième rapporteur, à ma gauche, docteur Youssouf Koussouvé, maître de conférence à l'université Joseph Kizerbo. À ma droite, le docteur Mamadou Traoré, qui est du CNRST, et à l'extrême droite, Prosper Zombré, qui a dirigé ce travail-là. Et moi-même, professeur Edmond Yen, de cette université, nous allons examiner le rendu de ce travail-là. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, Mesdames et Messieurs. Je suis très honoré ce matin de vous présenter les résultats de nos travaux de thèse de doctorat sur le thème dynamique de dégradation des bas-fonds soudano-sahéliens dans un contexte de changement climatique. Étude de cas dans le sous-bassin versant du Nakambe-Dem. Notre exposé s'articulera autour des points suivants. Après l'introduction, nous vous expliquerons d'abord la méthodologie déployée. Ensuite, nous vous présenterons et discuterons les résultats obtenus, puis nous tirerons une conclusion et enfin, nous dégagerons les perspectives scientifiques de l'étude. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, l'Afrique de l'Ouest a été durement éprouvée par deux grandes sécheresses, celle de 1970 et celle de 1980, qui ont particulièrement touché la zone soudano-sahélienne burkinabé. Ces grandes sécheresses y ont causé des conséquences dramatiques. Le couvert végétal a été fortement dégradé, les cours d'eau ont vu leur débit chuter, les mares et les lacs tarissent désormais précocement et les terres sont devenues pauvres. Un tel contexte a suscité un intérêt accru des populations locales pour les zones humides telles que les bas-fonds, qui sont devenus dès lors des sites stratégiques pour la sécurisation des activités de production dans un contexte de changement climatique. Notre étude s'est fixée pour objectif global d'analyser la dynamique d'occupation des terres dans le sous-bassin versant du Nakambe-Dem à partir d'indicateurs scientifiques et endogènes de dégradation. Il s'agit spécifiquement de déterminer le potentiel en bas-fond du sous-bassin versant du Nakambe-Dem. Il s'agit également d'appréhender la perception paysanne de la dégradation des bas-fonds et d'analyser la morphopédologie des bas-fonds et enfin de déterminer les indicateurs physiques et biophysiques de dégradation des bas-fonds. Point de vue technique, les bas-fonds sont des fonds plats ou concaves, des petites vallées sans cours d'eau ou avec un lumineux peu marqué. Ils sont situés en amont des eaux hydrographiques et constituent des axes de drainage élémentaires des eaux. En zone soudano-sahélienne, les bas-fonds, en plus de la zone centrale, incluent le versant
et les glaciers qui constituent à son fonctionnement hydrique. Monsieur le Président du jury, au regard du rôle important que joue le bas-fond dans la dynamique hydrologique de surface, sa valorisation constitue une alternative sérieuse pour la gestion durable des bas-fonds. Pour atteindre ces objectifs, la méthodologie suivante a été adoptée. Avant de vous présenter la méthodologie, permettez-moi de vous présenter la zone d'étude. L'étude s'est déroulée dans le sous-bassin versant d'une encambée d'une superficie de 164 980 hectares. Le sous-bassin versant d'une encambée est situé à cheval sur la province de Salmatenga et celle de Bam. Il est situé en milieu soudano-sahélien et constitue l'un des 4 sous-bassins versants de l'espace de gestion Nakame. Et comme le montre l'image Google, les sites étudiés sont situés dans les communes de Nasré, de Batsango et de Kaya, chaque commune abritant des sites. Ces sites sont accessibles par des pistes et des sentiers dont la praticabilité est très limitée en saison hivernale. Et ces sites font partie d'un potentiel en bas-fond de la zone d'étude que nous avons essayé de caractériser à partir de l'exploitation de l'imagerie satellitaire. Pour ce faire, nous avons acquis des images Landsat de 3 mètres de résolution entre 1986 et 2016 dans le même mois de novembre avec un pas de temps de 10 ans chaque décennie. Comme les caractéristiques de Landsat ont évolué, nous avons cherché et trouvé des équivalents de bande entre Landsat 5 MSS de 86, Landsat 5 TM de 96 et 2006 et Landsat 8 Olivetti de 2016. L'exploitation de ces images nous a permis d'extraire deux principaux indices. L'indice normalisé de végétation et l'indice normalisé de l'humidité sol. À partir de ces deux indices, nous avons pu extraire la zone de forte végétation et la zone de forte humidité du sol. Ça, c'était d'une part. D'autre part, nous avons également utilisé le modèle numérique de terrain de la zone d'étude, également de 30 mètres de résolution, pour pouvoir extraire les zones de forte accumulation d'eau et calculer les zones dont les valeurs de pente sont inférieures à 2. La superposition de ces 4 critères nous a permis d'extraire les zones potentielles en bas-fond de la zone d'étude. À partir de ce potentiel, 6 sites ont été retenus pour l'étude détaillée. Au sein de chaque bas-fond, nous avons adopté la toposéquence qui a distingué 3 unités géomorphologiques du bas-fond: la zone centrale, les versants et le glacier. Au sein de chaque bas-fond, pour pouvoir disposer des données pluviométriques très détaillées, nous avons installé des pluviomètres que nous avons suivis pendant 3 ans. Également, au sein de chaque bas-fond, nous avons exploité des images multispectrales Spot 6 et 7 de 2,5 mètres de résolution que nous avons acquises en 2006 et en 2016. L'exploitation de ces images nous a permis de calculer les taux de changement global et taux de changement annuel. Afin de pouvoir appréhender la perception paysanne de ce changement, nous avons procédé à des enquêtes socio-économiques auprès des exploitants de ces bas-fonds. Pour ce faire, nous avons procédé par un décentronnage stratifié aléatoire. Les strates ici sont basées sur le sexe, l'âge et le niveau d'inscription, avec des hommes et des femmes d'âge avancé pour pouvoir déterminer de façon consensuelle les espèces végétales indicatrices de l'état de santé de bas-fond. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, les caractéristiques morphopédologiques des bas-fonds étant liées à la lithologie en place,
nous avons procédé au prélèvement d'échantillons rocheux dans deux grands ensembles géologiques de la zone de Tutu. Le milieu de l'ensemble organo-sédimentaire et le milieu de l'ensemble bétonique. Sur ces deux ensembles, nous avons prélevé au total 28 échantillons rocheux. Des lames minces en ont été confectionnées et une analyse microscopique a été également faite pour confirmer la nature pétrographique des roches en place. Ceci afin de pouvoir établir un quelconque lien entre les sols des bas-fonds et la nature du matériau qui en est à l'origine. La prospection pédologique au sein des bas-fonds a considéré également la même séquence qui a distingué les trois unités géomorphologiques du bas-fond, à savoir la zone centrale, le versant et le classique. 6 bas-fonds étudiés, nous avons ouvert 36 fosses qui ont été décrites selon les directives de la FAO et classifiées selon la CPCS de 1967. Nous avons également procédé au prélèvement d'échantillons à la carrière à 60 mètres de profondeur. Et les fosses pédologiques tentatives ont fait l'objet de prélèvements à différents niveaux de sol pour analyser certains paramètres au laboratoire. Les résultats de ces analyses ont été comparés à la dynamique de la macrofaune du sol de ces bas-fonds. L'inventaire de la macrofaune s'est basé sur le prélèvement des monolithes de terre, qui a respecté également la même conséquence distinguant les trois unités géomorphologiques du bas-fond. Chaque monolithe est de 18 750 m3 de volume et nous en avons prélevé au total 18. Chaque monolithe a été débité en 4 strates. De 0 à 5, de 5 à 10, de 10 à 20 et de 20 à 5 à 30 cm. Chaque strate de monolithe a fait l'objet de tri manuels à la recherche de macro-invertébrés que nous avons identifiés au laboratoire LINERA. Et pour la description de la macrofaune, nous avons utilisé deux principaux indices, celui de diversité de salon et celui d'équitabilité de Pérou. Les valeurs de ces indices ont été comparées à celles issues de l'inventaire floristique. Pour l'inventaire floristique, nous avons également constitué un échantillonnage stratifié aléatoire, selon la même séquence, distinguant les trois unités géomorphologiques du bas-fond. Et les 39 placettes ont été installées selon la même séquence. Cet inventaire floristique a concerné trois principaux paramètres. Paramètres structuraux, le paramètre floristique et les paramètres saisonniers. Les relevés de la strate lieuse ont été effectués dans les placeaux de 1000 m². Chaque placeau est associé à des placettes de 100 m² pour les relevés de la strate herbacée et de 25 m² pour les relevés des individus juvéniles. Chaque espèce recensée est accompagnée de son coefficient d'abondance et de dominance. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, la méthodologie que nous avons adoptée nous a amené au résultat suivant. Pour la dynamique d'occupation des terres, l'analyse spatio-temporelle du sous-bassin versant de Nakamedel a révélé que les champs de culture qui occupaient 58 130 hectares en 1986 ont occupé 90 230 hectares en 2016, soit un taux d'accroissement total de 55,22%. Comme nous le montre la carte, la partie nord de la zone de Tutu, qui était moins cultivée en 1996, a été totalement envahie en 2016 par les champs. On remarque également que une savane arborée qui subsistait en 1986 a totalement disparu au profit des champs dont la superficie a augmenté. À l'opposé, la savane arbustive et la formation viticole, quant à elles, ont enregistré un taux de diminution respectivement de 39,32% et de 29,81%. Cet accroissement rapide des champs pourrait s'expliquer par le fait que l'appauvrissement des terres des plateaux qui sont dégradés
contraint la population locale à exploiter les zones basses comme les bas-fonds. D'autres auteurs l'ont également révélé que les bas-fonds sont devenus par excellence les domaines privilégiés de production de moyens de subsistance de la population locale. Ce potentiel en bas-fonds est de 43 320 hectares de superficie, représentant 26,26% de l'ensemble sous bassin versant étudié. L'analyse spatio-temporelle, l'occupation des terres au sein de ce potentiel en bas-fond nous a révélé que les lignes de bas-fond, sur la période considérée, ils ont enregistré une régression pesant réduit les superficies de plus de 2 tiers, avec un taux de diminution annuelle de 3,8%. De même, la formation agricole a également enregistré un taux annuel moyen de 4,1%. A l'inverse, les champs de culture, quant à eux, ont enregistré une augmentation moyenne annuelle de 8%, portant les superficies à 6686 hectares, colonisant ainsi tout le potentiel en bas-fond. Cette augmentation rapide des champs de culture pourrait s'expliquer par le fait que la pression foncière est telle que la pratique des cultures s'étend désormais des berges jusqu'au lit de bas-fond. Et comme l'ont également souligné certains auteurs, qui ont insisté sur le fait que, à cause de leur fertilité, les bas-fonds font l'objet d'une exploitation agricole intense. Ces changements peuvent être également observés au sein de chaque bas-fond. À l'échelle du bas-fond de Kankandé, pris pour exemple, de 125 hectares de superficie, l'analyse de la dynamique d'occupation des terres nous a fait remarquer que les champs de culture et les sols nus ont connu une augmentation globale de 10,44% et de 30,54%. À l'opposé, la savane arbustive et la formation agricole, quant aux deux, ils ont enregistré un taux global de diminution respectivement de 82,15% et de 57%. Ces changements rapides pourraient s'expliquer par le fait que la diminution de la pluviométrie, dans un contexte d'accroissement de la population, a entraîné un engouement très important de la population pour les bas-fonds, dont les terres sont de plus en plus dégradées. Cette dégradation est perçue par les exploitants de bas-fonds qui perçoivent la dégradation des bas-fonds à travers des indicateurs endogènes, physiques et biologiques qui ont varié en fonction du sexe et du niveau d'instruction. Honorable Mamoudou Djouri, l'observation microscopique d'échantillons rocheux prélevés dans les zones d'étude nous a révélé qu'en milieu de l'ensemble plutonique dominent les granodiolites et dolites quartzites riches en minéraux quadrophosphatiques qui sont plus résistants à l'altération. Dans ces milieux, les bas-fonds sont des types morphologiques peu encaissés, étroits et avec un lumineux peu marqué. Par contre, en milieu de l'ensemble volcano-sédimentaire, l'analyse a révélé la dominance des métaux d'acide et des basaltes hydrothermalisés, riches en minéraux microlithiques, moins résistants à l'altération. Et dans ces milieux géologiques, les bas-fonds sont des types morphologiques encaissés, larges par rapport au précédent, généralement dissymétriques et disposant d'un lumineux
marquée. En prenant les principaux paramètres de fertilité chimique du sol, on a remarqué que le milieu plutonique développe des sols de fertilité chimique faible et le milieu volcano-sédimentaire des sols de fertilité chimique moyenne. Et selon la fertilité du sol, statistiquement, cette fertilité est en fonction des unités géomorphologiques du bas-fond, faisant en sorte que les zones centrales sont les plus riches et les glaciers sont les plus pauvres. Cette fertilité du sol peut s'analyser à partir de la dynamique de la macrofaune du sol de cette bas-fond. L'inventaire de la macrofaune a révélé une richesse globale de 242 individus que nous avons répartis entre 63 espèces regroupées en 9 familles pour 6 ordres. 55% des individus recensés proviennent de milieux volcano-sédimentaires, donc la richesse spécifique est la plus élevée. Selon les gradients géomorphologiques du bas-fond, l'analyse a révélé que la proportion la plus élevée de la macrofaune se trouve dans la zone centrale, 57,66%, suivie de celle du versant, 31,23%, et de celle des glaciers, 11,11%, indique qu'il y a une migration de la macrofaune vers la zone centrale où le taux d'humidité est plus élevé. Et dans la zone centrale, justement, la proportion de la macrofaune la plus élevée se trouve dans les premiers centimètres de profondeur. En effet, dans les premiers centimètres de profondeur, la macrofaune est dominée par les mésogala, les Monomorium aurus, Anticus chimétite et Hesperochem brachydoti. Tandis que, à plus de 10 cm de profondeur, cette macrofaune est dominée plutôt par les Carbonautus maculatus, les Mycothermes et les Opontus ornatus. Cette répartition en profondeur de la macrofaune correspond à la dynamique de la flore dans le sol. L'inventaire progressif nous a révélé une richesse globale de 142 espèces que nous avons regroupées en 106 genres répartis en 39 familles. Et selon le contexte géologique, les indices de diversité et d'équitabilité les plus élevés sont observés en milieu volcano-sédimentaire. Dans ce milieu, les richesses herbacées, les richesses de génération et des ligneuses sont les plus élevées. Selon les strates, les espèces herbacées que nous avons recensées ont été les plus nombreuses. Nous en avons totalisé 99%, soit au total 71% des espèces herbacées recensées, avec un taux de recouvrement de 68,55%. Et ces valeurs que nous avons trouvées sont conformes aux valeurs habituellement trouvées dans les écosystèmes dégradés. En s'intéressant à la répartition spatiale des espèces végétales dans le bas-fond, l'analyse a révélé la dominance des thérophytes sur les bas-fonds. Alors que ces thérophytes, on le sait, sont des espèces du milieu perturbé. Les fortes proportions dans les bas-fonds indiqueraient que ces bas-fonds connaissent une perturbation anthropogénique. Néanmoins, ces espèces sont moins réparties dans la zone centrale où dominent les phalophytes qui sont des espèces du milieu peu perturbé. Ce qui confirme également que la zone centrale est relativement peu perturbée. En regardant la répartition spatiale selon le type phytogéographique, l'analyse a révélé une affinité des espèces pantropicales très élevée. Cette affinité a atteint même 36% sur les glaciers et 32% sur les versants. Et on sait
aussi que ces espèces pantropicales sont des espèces à distribution régionale pouvant exister dans plusieurs régions. Leur présence dans un bas-fond est un indicateur que la communauté végétale de ce bas-fond est perturbée et a été fortement remaniée. Ces espèces ne sont pas nombreuses dans la zone centrale où le taux d'humidité est élevé. Bon, ce qui également confirme que la zone centrale connaît de moins en moins cette perturbation touristique. Et dans la zone centrale, justement, les bonnes conditions hydriques et hydrologiques favorisent le recrutement des jeunes individus. Nous sommes intéressés aux espèces végétales exclusivement dans la zone centrale. Le bas-fond, censé être la zone la plus fertile. Et l'analyse nous a montré que dans ce milieu dominent 3 espèces: Metrogena inermis, Anodosus, Leucarpus, Dioteros, Mesquiliformis, dont les indices de valeur d'importance sont les plus élevés. Ces espèces du milieu inondable ont été absentes sur le versant et sur le glacier. Leur absence montre que les bas-fonds ont perdu de leur spécificité floristique. Nous avons également noté une forte représentativité des espèces accidentelles et des espèces accessoires dans les bas-fonds. Et ces espèces, cette forte présence, prouve également que les bas-fonds de la zone étudiée de plus en plus deviennent des milieux arides, connaissent une sorte d'aridification. Et comme l'ont également souligné certains auteurs, au fur et à mesure que la pluviométrie baisse, les espèces spécifiques propres au bas-fond sont de plus en plus éliminées au profit d'autres espèces accidentelles, accessoires, atténuent la spécificité floristique des bas-fonds. Ce qui confirme que les bas-fonds soudano-sahéliens étudiés sont de plus en plus dégradés. Les résultats que nous allons vous présenter nous ont amené à conclure que l'occupation des terres dans le sous-bassin versant du Nakamé s'est traduite par une extension des champs et des sols nus et une réduction des formations viticoles. La dégradation des bas-fonds est bien perçue par les exploitants à travers des indicateurs endogènes, biologiques et physiques, mais qui ont varié en fonction du sexe et du niveau d'instruction. Ce qui montre qu'on doit tenir compte de ces caractéristiques dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme d'éducation environnementale et de restauration participative des écosystèmes dégradés des bas-fonds. La nappe profonde se distribue en fonction des études morphologiques du bas-fond et aussi elle se distribue en fonction de la profondeur. La nappe profonde est plus diversifiée dans la zone centrale et elle est très importante dans les horizons de surface bas-fond. La forte présence des individus accidentels et accessoires dans les bas-fonds prouve que les bas-fonds soudano-sahéliens étudiés connaissent une perturbation, un remaniement végétal et ont perdu de leur spécificité floristique. Ces résultats obtenus nous ont amenés à définir 3 principales perspectives scientifiques. La première porte sur l'étude de la dynamique d'occupation du potentiel en bas-fond dans les autres zones climatiques du pays. La deuxième porte sur la caractérisation hydropédologique des bas-fonds afin de sortir un modèle intégré de dégradation de ces bas-fonds. La troisième perspective porte sur l'approfondissement des connaissances endogènes en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes participatifs de restauration des bas-fonds dégradés. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, nos résultats ont également fait l'objet de publications scientifiques. La première publication est apparue en 2020, dans le mois d'avril. Elle a porté sur les perceptions paysannes de la dégradation des ressources naturelles de bas-fonds soudano-sahéliennes
Et la deuxième publication, elle est apparue dans la même année, dans le mois de novembre, et la portée sur la dynamique spatiale et les risques de dégradation du potentiel en bas-fond de la zone de Tuche à travers la téléanalyse satellitaire. Je suis le président du jury. Ce travail a bénéficié de soutien de plusieurs personnes qui ont gravité de près ou de loin au cours de la thèse. Ce matin, ils sont là, à chacune et à chacune, je voudrais, avec votre permission, leur traduire toute ma reconnaissance et mon amitié éternelle. Les structures également m'ont apporté tout ce dont j'avais besoin pour faire le travail, et je voudrais, sans citer les noms, remercier toutes ces structures. Je suis le président du jury, voilà membre du jury, je suis à terme de ma présentation et je suis à vous pour pouvoir l'améliorer. Je vous remercie.